Chinois. Donc, les premiers habitants de la Chine, c'était des Chinois. Les premiers habitants de Japon, c'était des Japonois. Ça est dans l'histoire. On l'a déjà enseigné. Les tests ADN, les études archéologiques, anthropologiques l'ont montré. J'ai déjà fait des lives ici là pour montrer que c'était vrai. Vous vous souvenez, si vous voulez, je pourrais vous refaire ce genre de live là si ça vous intéresse. Mais c'est des choses qu'on ne dit pas. Ils ont fait comment pour disparaître complètement? Ce serait très long si je dois expliquer comment ils ont disparu, mais on peut expliquer pas à pas comment ils ont fait pour disparaître. Mais il faut savoir que le métissage intensif et les attaques des peuples qu'on appelle les Aryens ont contribué à leur extinction. Les peuples aryens les ont attaqués, les ont métissés, et malheureusement pour nous, le métissage est désavantageux pour les Noirs. L'histoire l'a démontré. On doit arrêter de se voiler la face sur cette affaire-là. Les Aryens, c'est ce qu'on appelle, qu'ils ont appelé race aryenne, mais en fait les Aryens, c'est un type de blanc. Donc, de toute façon, si vous voulez, je referai. Tu feras la lecture ce soir? Oui, on va lire ce soir-là. J'explique d'abord les principes fondamentaux. Je brosse d'abord, parce que les livres que nous allons lire, certains peuvent contenir des concepts parfois difficiles à comprendre, mais si je vous ai expliqué certains éléments en amont, et quand je vais faire la lecture, ce sera beaucoup plus fluide. Maat, c'est aussi la protectrice des morts. Dans le Douat, c'est-à-dire le monde des morts, c'est la Maat qui préside le tribunal des 42 juges. Le défunt doit prouver qu'il a vécu selon les principes de paix, de justice, de vérité et d'harmonie. Et pour ça, son cœur est pesé contre une plume. Donc Maat est à la fois juge, mais aussi un étalon et une récompense aussi. Alors, c'est un peu compliqué de comprendre cette partie, mais je vous explique ce que ça signifie sur le plan philosophique. Déjà, vous voyez où est-ce que les religions ont ramassé l'idée d'une vie après la mort. Je vais vous lire le livre de Cheikh Anta Diop pour vous expliquer que les religions ont volé le principe de la vie après la mort. Donc le premier livre, n'est-ce pas, c'est Civilisation ou barbarie. Au niveau de la page 416, Diop dit ceci: paradis et enfer dans la religion égyptienne. Sans doute l'histoire et les réalisations de chaque peuple sont intimement liées à la façon dont celui-ci résout le problème de la mort, à la philosophie qu'il adopte devant le destin de l'homme. La religion d'Osiris, donc la religion osirienne, n'est-ce pas, est la première en date de l'humanité. Tapotez s'il vous plaît. Est la première en date de l'humanité, dans l'histoire donc de l'humanité, a inventé les concepts de paradis et d'enfer. 2000 ans avant Moïse et 3000 ans avant le Christ, Osiris, qui est la personnification du bien. Donc les Africains sont les premiers à avoir conceptualisé la notion de bien et à l'avoir même personnifié, représenter le bien sous forme de personne pour permettre aux autres de comprendre. Parce que vous savez, certaines personnes ont du mal à comprendre des principes abstraits. La vérité est une notion abstraite. Pour la rendre un tant soit peu concrète, nos ancêtres ont décidé de la représenter sous forme d'une personne pour permettre que les enfants puissent... Parce que l'initiation commence depuis le plus jeune âge. Mais depuis le plus jeune âge, les enfants ne peuvent pas comprendre c'est quoi les concepts abstraits.
Donc, pour leur aider dans l'enseignement théorique des éléments qui sont abstraits, on les personnifie, on les rend, entre guillemets, un petit peu pratiques. Et regardez comment nos ancêtres étaient des bons pédagogues. Donc moi, en tant que bon pédagogue, je suis l'incarnation de mes ancêtres. Permettez-moi un peu de me la péter pendant quelques instants. Et je sais que vous ne serez pas en désaccord avec moi. Merci beaucoup, la reine Lilou. Merci à la reine Lilou qui est en train de sécuriser. Merci à Champ Life. Donc, en faisant le travail que je fais, en choisissant, en étant pédagogue, patient, en cherchant tous les moyens possibles pour ne pas déclarer forfait à l'idée d'introduire la connaissance dans le cerveau de quelqu'un. Je marche sur la voie de mes ancêtres. Des fois, vous me voyez, il y a des gens qui disent, mais le gars là, je ne le comprends pas. Le type qui est devant lui sur ce live est un abruti en phase terminale. Mais le mec s'acharne à vouloir lui faire comprendre quelque chose que visiblement il ne comprendra jamais. Jusqu'à, tu vois, le fameux Médusa en train de chercher des exemples les plus terre à terre. Car j'ai seulement le souci de vouloir trouver le moyen nécessaire. En me disant, mais je vais chercher, même je vais trouver les exemples, un autre exemple, une analogie, un ceci. L'idée, c'est que la personne comprenne. Voilà pourquoi nos ancêtres faisaient ça. Donc, voilà pourquoi on dit ici, Diop qui avait compris avant moi, lui aussi qui est un bon pédagogue, n'est-ce pas? Donc, je marche sur le chemin de nos intellectuels africains, tout comme vous aussi. Eh bien, il dit, nos ancêtres sont les premiers à avoir inventé les notions de paradis et d'enfer. Il dit, 2000 ans avant Moïse et 3000 ans avant Osiris, avant le Christ, Diop est en train de te dire ici là que Moïse et puis le Christ ont simplement copié quelque chose qui existait avant. Si Cheikh Anta Diop était un l'autre là, il pouvait pas, ça n'a pas de sens. Puisque Dieu dit dans le Coran qu'il a envoyé la Bible, le prophète Moussa, Moïse, et le prophète Jésus, Issa. Si ce type-là était un musulman, un bon musulman, il n'aurait pas dit ici, il est en train d'avouer ici là que Moussa et puis Issa sont des copieurs. Donc ils n'ont pas existé puisqu'il dit que leurs histoires, leurs concepts qu'ils prétendent apporter ont déjà été développés. Il dit Osiris, la personnification du bien, présidait déjà le tribunal des morts dans l'au-delà, coiffé de Até ou Atiu ou Atef. Donc, l'idée de juger les gens après la mort, d'un tribunal, d'un au-delà, ça existait déjà. Voilà pourquoi les aliénés ne comprennent pas. Ils vont dire, oui, mais la façon de juger de nous, ce n'est pas la même façon que ce qui est écrit dans l'Égypte antique. Mais tu ne comprends pas. On ne vole pas un récit point par point. On vole l'idée fondamentale et on va la remixer à sa sauce. Une idée qu'on n'aurait jamais eue tout seul. Donc, ces peuples sémites n'auraient jamais eu ces idées. Ils n'ont aucune spiritualité, mais ils ont inventé une religion dans laquelle ils ont perverti les notions de spiritualité qui étaient philosophiquement complexes. Je vous ai dit de muter tous les... Où sont les modérateurs? Je dis de muter, pas de bloquer, mais de muter tous les hurluberlus. Pour ne pas que je sois déconcentré. Je suis en train de lire, pour celui qui demande, la page 416 de Civilisation ou barbarie de Cheikh Anta Diop. Donc il continue en disant, si le mort satisfait durant la vie terrestre aux différents critères moraux qui seraient trop longs de citer ici, il gagne le har ou le haour, c'est-à-dire qu'un jardin protégé par un mur de fer, ainsi de suite. Bref, en gros, pourquoi ce ne serait pas long de vous expliquer tout cela, mais juste je passe ainsi de suite. Voilà, le mort justifié devient un Osiris immortel et vit désormais parmi les dieux pour l'éternité. On pense que les chants d'Ialou, le paradis égyptien,
a servi de modèle pour les Champs-Élysées de Homère, contemporain de Pianki ou de Shabaka, et qui aurait visité l'Égypte. Donc, Homère a visité l'Égypte. Hein? Au même titre que Pianki et Shabaka, hein, qui étaient donc des contemporains pardon, de Pianki et de Shabaka. Homère aurait visité l'Égypte antique, d'après la tradition grecque elle-même, et c'est là où il a écrit, parce que si la France, la venue qui va jusque dans les noyaux de Emmanuel Macron, là, vous connaissez l'avenue là qui va jusqu'au palais de l'Élysée, qu'on appelle les Champs-Élysées. On a appelé ça les Champs-Élysées parce qu'ils ont eu ça dans le livre de Homère. Hein? L'Iliade et l'Odyssée de Homère. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça Champs-Élysées. Mais l'Iliade et l'Odyssée de Champs-Élysées, ça vient des champs d'Iyalou. Et l'arc de triomphe qui se trouve au bout des Champs-Élysées, c'est que au niveau des champs d'Iyalou, à la fin, il y a un portail aussi qui permet d'accéder finalement à une vie de lumière, à une vie de transcendance, à une vie d'éternité, pour que l'âme du défunt puisse fusionner avec la lumière et devenir un Osiris. C'est pourquoi dans le film qui s'intitule Ghost Whisperer, qui a regardé le film Ghost Whisperer? Je vais vous demander que les blancs sont des voleurs, des copieurs. Who knows Ghost Whisperer? Qui a regardé le film de Ghost Whisperer, où une femme là, elle parle, elle voit les morts, hein? Elle voit les morts, les fantômes, et puis les fantômes, elle fait tout pour les aider à résoudre un dernier problème qu'ils devaient résoudre. C'est un film, voilà, c'est une série, c'est même pas un film, c'est une série, Ghost Whisperer. Mais à la fin, Melinda Gordon, exactement. Dans Ghost Whisperer, la série là, Melinda Gordon, à chaque fois qu'elle, le principe de la série c'est quoi? Elle a la capacité de voir les fantômes, et les fantômes lui disent, Melinda, voilà, genre, j'ai un problème à résoudre. Par exemple, il a caché la richesse quelque part, ou alors il veut protéger un de ses défunts. Et quand il arrive à résoudre le problème, Melinda va maintenant voir le fantôme. Le fantôme va se rendre compte, mais toi tu es un être humain et puis tu me vois. Il va discuter avec. Et Melinda va aider le fantôme à régler le problème avec sa famille ou avec les gens, à protéger souvent un membre de la famille, ainsi de suite. Et une fois que c'est fait, maintenant, à chaque saison, dès qu'elle finit de régler un problème, on montre souvent une lumière qui apparaît, soit la lumière de la porte, de la fenêtre, ou bien le soleil, les rayons du soleil, et à chaque fois, le fantôme dit, voilà, j'ai trouvé, je vais dans la lumière. Mais ça là, les blancs disent ça à chaque fois que non, l'esprit du défunt a rejoint la lumière. C'est pas les blancs qui ont conceptualisé ça. Le mec qui a fait le film de Melinda Gordon, il a volé ça dans l'Égypte antique. C'est ce qui est écrit ici là. Quand on dit, voilà, il est écrit, n'est-ce pas? Le mort doit traverser un pont. Le mort justifié devient un Osiris immortel et vit désormais parmi les dieux et l'éternité, n'est-ce pas? Donc, le mort finit par rejoindre quoi? La lumière. Est-ce que vous voyez? Le mort est obligé de rejoindre la lumière. La lumière. Donc en Égypte antique, on disait quand tu dépasses les portes, les champs du Yalou, et que tu es... Le mort justifié veut dire quoi? C'est-à-dire que justifié veut dire on a rendu la justice. Le justifié, c'est celui sur lequel on a rendu la justice. Hein? Le justicier, c'est celui qui rend justice, donc hein, le juge, qui s'établit en tant que juge. Et le justifié, c'est celui sur qui la justice a été rendue. Et donc, celui à qui la justice a été rendue, il part. Donc, les notions de paradis et d'enfer ont été conceptualisées, désolé, ont déjà été établies bien avant. Donc,
qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Donc, je voudrais vous expliquer donc le principe de, on dit protectrice des morts, c'est dans ce sens-là. Tout ça, ça va dans la Ma'at. Alors, pourquoi je vous explique ça? Parce que il faut comprendre deux éléments fondamentaux. Dans la conception chrétienne, quand on meurt, dans la conception juive, par exemple, les juifs de la Bible hébraïque, avant que ces gens-là ne partent apprendre d'autres éléments en Égypte antique et viennent mettre un Nouveau Testament pour modifier, ces gens-là considéraient que dans l'Ancien Testament, les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, considèrent qu'il n'y a pas de vie après la mort, ni d'existence, quoi que ce soit. Enfin, une forme d'existence, mais dans laquelle ils seront détruits. Ils disent que quand on meurt, l'âme rejoint ce qu'on appelle le Sheol. Quand l'âme rejoint le Sheol, dans le Sheol, il va rester pendant quelque temps, puis ensuite l'âme sera désintégrée totalement, à la fin des temps. Désintégrée. Donc il n'y a pas d'éternité après la mort, puisqu'il y a désintégration de l'âme. Quand il y a désintégration de l'âme après la mort, ça implique donc que pour l'être humain qui vit, il considère donc que pour lui c'est la fin qui justifie les moyens. Parce que il n'y a pas d'élément, il n'y a pas de véritable récompense dans l'au-delà. Il n'y a rien. Et il n'y a pas de vie, de forme d'existence à poursuivre, puisqu'il y aura désintégration totale. Donc tout se joue sur terre alors, pour ces gens-là, pour les sémites. Tout se joue sur terre, et vu que tout se joue sur terre, pour le cas du judaïsme, c'est la fin qui justifie donc les moyens. Mais pour la philosophie de l'Égypte ancienne, vu que le mort sera justifié et que le mort doit gagner l'éternité, eh bien, pour cela, on va mettre un ensemble de principes de paix, d'harmonie, de vérité, d'équilibre, de justice, de réciprocité, ainsi de suite, pour l'aider à faire en sorte que lorsqu'il ira de l'autre côté, l'ensemble de ses actions accomplies sur terre, quand il sera pesé, donc ce qui est représenté par le cœur, l'ensemble de ses actions, quand ce sera pesé, soit plus légère que la mat, que la plume de la mat. Qu'est-ce que ça signifie? Ça implique donc que pour l'Africain, ce n'est pas la fin qui justifie les moyens, puisque tout ne se joue pas uniquement sur terre, mais c'est l'ensemble des moyens que tu auras utilisés qui seront analysés. Donc la fin ne justifie pas les moyens pour un Africain. C'est l'ensemble, ce sont plutôt les moyens que tu vas utiliser qui vont être analysés pour déterminer, n'est-ce pas, si tu mérites l'au-delà ou pas. Incroyable. Incroyable. Ce qui est extrêmement intéressant. Donc, la philosophie de la Ma'at, c'est la première philosophie en date de l'humanité à avoir donné à conceptualiser des notions aussi profondes. Ma'at est aussi considérée comme la gardienne du Nil, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait des crues régulières en Égypte antique, n'est-ce pas? Donc c'était la gardienne des crues du Nil, de la fertilité de la terre, ainsi de suite, qui maintenait les cycles des saisons, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce que ça signifiait? Ça signifiait que le principe de la Ma'at, c'est aussi des principes de l'équilibre, non pas seulement des rapports entre les humains, mais l'équilibre de la nature aussi, l'équilibre des saisons, les saisons qui viennent, n'est-ce pas? Les crues du Nil, quand la rivière a la crue et puis la décrue de temps en temps, c'est un cycle, c'est cyclique, c'est régulier, n'est-ce pas? Donc, et ce genre de cycle-là, le cycle biologique de la femme, les règles, puis ensuite un peu niasse, puis les règles encore, puis après un peu niasse, puis l'ovulation, puis la bonne période, puis l'ovulation, puis les règles, puis l'ovulation, un peu niasse. C'est un cycle aussi. Et les cycles comme ça, les saisons, les années, tout ça, les époques, comme on dit,
Donc il y a des cycles partout. La révolution de la Terre, la rotation de la Terre. Donc Maat, c'est aussi donc les cycles, les récurrences que l'on peut constater dans la nature, dans le cosmos. Tout cela, c'est Maat qui est à l'œuvre dans la nature. Quand la nature dérègle, c'est Isfet. Quand l'équilibre revient. Voilà pourquoi je vous ai souvent dit ici que la nature ne connaît ni le bien ni le mal. La nature ne connaît que l'équilibre et le déséquilibre. La nature ne connaît que Maat et Isfet. C'est là-bas que les Asiatiques ont eu les concepts de Yin et de Yang. Les premiers dont je vous ai parlé, les fameux Aïnous, qui ont colonisé et peuplé l'Asie. Les premiers habitants de l'Inde, c'est les Noirs. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours les Noirs là-bas. Les premiers habitants du Japon, de la Chine, des Philippines, il y a toujours des Noirs là-bas, en Philippines, partout. C'est les Noirs toujours. En Papouasie, en Australie, partout là-bas, c'est les Noirs. Donc quand on dit les Chinois, c'était les Noirs en premier, les gens s'offusquent. Oh, ce n'est pas vrai. Mais mec, travaille ton cerveau. Tout autour de ces pays-là, les autochtones sont noirs. Les autochtones de Philippines, c'est des noirs. Les autochtones de l'Indonésie, c'est des noirs. Ils sont toujours là-bas jusqu'à aujourd'hui. Les autochtones de l'Inde, c'est des noirs. Les autochtones de Pakistan, de tous ces pays-là, c'est des noirs. Ils existent jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'étonne que les pays qui sont juste à côté d'eux, à côté, le Japon et puis la Chine, pourquoi eux doivent être autochtones des Blancs? C'est parfois ça, ils ne travaillent pas, ils se disent, oui d'accord, je vais bien admettre que, ok d'accord, dans les îles Andamanais, tout ça là, voilà, c'est les Noirs, voilà, l'Indonésie, la Malaisie, tout ça là, ok, on trouve des Noirs, d'accord, mais pas la Chine et le Japon. Tout ça parce qu'ils voient des Blancs aujourd'hui. La perception actuelle, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes sont dupées par la perception actuelle des choses. Ce que tu vois aujourd'hui t'empêche de comprendre ce qu'il existait avant, de voir ce qu'il y avait avant. C'est comme ça le cerveau humain. Donc, les principes de la Maat, voilà pourquoi je vous ai toujours dit que donc, la personne qui a mené l'histoire de le yin et puis le yang là-bas, c'est aussi une forme de Maat, le yin et le yang là. C'est la Maat qui a été remixés eux à leur sauce. Mais disons que eux ils ont mieux copié les principes de la Maat, ils ont mieux copié que nous. Et pardon, pas que nous, que les Sémites qui étaient juste à côté, que donc les Arabes, les Juifs ont plus mal copié que le taoïsme, le confucianisme ou l'hindouisme. Ils ont mieux copié. Quand vous prenez le cas de Bouddha, Bouddha s'est réincarné, je crois, une 40aine de fois, si ma mémoire est bonne, sur Terre, ou voire plus, une 50aine de fois même sur Terre, avant d'aller définitivement dans le nirvana. Ça a été copié, ce cycle de réincarnation a été copié de la spiritualité africaine. C'est pourquoi Médusa vous dit que il est la réincarnation de plusieurs dieux africains. C'est pourquoi dans le livre de Cheikh Anta Diop, de Théophile Obenga, que nous allons lire ce soir, philosophie, 500 fois, merci beaucoup, soif de connaissance. J'ai dit 50 fois parce que j'avais plus l'idée. C'est 500 fois, merci beaucoup. C'était pas 50, c'est 500. J'avais un zéro à péter dans mon cerveau. Il s'est réincarné 500 fois. Voilà pourquoi dans le livre Philosophie africaine de la période pharaonique de Théophile Obenga, attendez, je vais vous lire ce qu'il dit. Attendez. Qu'est-ce qu'il dit même? Philosophie africaine, ça c'est cosmogénèse. Philosophie africaine de la période pharaonique. Attendez. Philosophie africaine de la période pharaonique. Je me souviens de ce qu'il avait écrit. Attendez. La philosophie africaine de l'époque pharaonique. Tapotez l'écran s'il vous plaît, la famille. Il est indispensable de tapoter l'écran s'il vous plaît. Ah ok.
Donc ça doit être éditeur. Voilà. C'était au moment de la dédicace, je pense. Il avait dit ceci, puisque le livre était dédicacé à la glorieuse, c'est la page, donc c'est la dédicace. Hein. Dès que vous dépassez la première page, la deuxième, c'est à la glorieuse mémoire de Cheikh Anta Diop. Son ennemi fut l'imprudence. Ses armes, la volonté et la droiture. Son palais, l'Afrique, réhabilitée et laborieuse dans le concert des nations. Il avait fait de son corps le sanctuaire de la bonté. Regardez comment Médusa est bon. C'est-à-dire que je marche comme des autres. Il avait fait de son cerveau le sabre de la justice. C'est-à-dire mon cerveau, c'est le sabre de la justice. Vos cerveaux à vous aussi, hein, parce que je pense que toute personne qui est dans la maths, c'est pareil. Ça, c'est Théophile Obenga qui écrit ça de Cheikh Anta Diop. Il dit, Cheikh, ta mère, Nout, t'a accueilli en paix. Elle étend ses bras autour. Nout, c'est la terre. Hein? Geb, Nout, Tef, Nout. Ta mère, Nout, t'a accueilli en paix. Elle t'a accueilli autour. Tapotez, s'il vous plaît, la famille. Tapotez, partagez. Partagez, sécurisez le live, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas en train de tapoter, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Non, c'est le ciel, pardon. Geb, c'est la terre. Oui, c'est le ciel, excusez-moi. J'ai dit Nout, c'est la terre. Pardonnez-moi. Il y a Geb et puis Nout. Nout, c'est le ciel, donc la voûte céleste, si vous voyez. Hein? Et c'est Geb qui est la terre. Pardonnez-moi. Pourtant, je le dis toujours. C'est, comment on appelle ça? Lapsus. N'est-ce pas? Nout, c'est la voûte céleste, le ciel qui est là. N'est-ce pas? Le cosmos. Et Geb, c'est la terre. Voilà, c'est Geb qui est la terre. Donc, toujours dans la personnification, pour vous montrer que l'Égypte antique, n'est-ce pas? Voilà. La personnification les dieux de l'Égypte antique, ce ne sont pas des divinités en tant que telles, mais ce sont des personnifications. Alors, il dit, ta mère Nout, c'est-à-dire que le ciel, t'a accueilli en paix. Elle étend ses bras autour de toi chaque jour, parce que quand on représente Nout, dans la spiritualité égyptienne, on représente une femme avec les bras comme ça, là, donc le ciel, comme si le ciel c'était une personne avec les bras, des gros bras jusqu'au niveau de la terre. Pour ceux qui connaissent un peu l'iconographie égypto-nubienne, n'est-ce pas? Tu ne cesses d'être vivant, ô Osiris Diop. Donc pourquoi il l'appelle Osiris Diop? Parce que, comme je vous l'ai expliqué, le mort, quand il est justifié, il accède, après avoir accédé aux portes qui se trouvent finalement à l'extrémité des champs d'Iyalou, et bien quand il traverse ces portes, il accède à un monde de transcendance, à un monde de vérité, à un monde, à une vie éternelle, à une vie spirituelle. Il devient pure énergie, n'est-ce pas, et fusionne avec Dieu lui-même. Donc il devient un Osiris. Est-ce que vous comprenez? Il devient un Osiris. Voilà pourquoi il l'appelle Osiris Diop, parce qu'il connaît bien la spiritualité africaine. Dans la lumière des étoiles impérissables, tu veilles et nous arrivons. Genre, on arrive te rejoindre là-bas. Il ajoute ceci, il dit, pour nous, le retour à l'Égypte, dans tous les domaines, est la condition nécessaire pour réconcilier les civilisations africaines avec l'histoire, pour pouvoir bâtir un corps de science humaine, moderne, pour renouer la culture, pour rénover la culture africaine. Rénover. Pourquoi rénover? Parce que les choses peuvent tomber en ruine avec le temps qui passe. Là, il s'agit d'une citation de Cheikh Anta Diop dans Civilisation ou Barbarie, au niveau de la page 12. N'est-ce pas? Page 12. N'est-ce pas? Donc il dit, c'est la meilleure façon de concevoir et de bâtir notre futur actuel.
Il dit, loin d'être une délectation sur le passé, il dit non. Quand nous parlons d'Égypte et tout ça, c'est pas juste se délecter sur le passé pour tous les Noirs qui disent ouais, mais, ou les non-Noirs d'ailleurs, hein, ouais, vous vous délectez sur le passé, non. C'est un regard vers l'Égypte, un regard vers l'avenir, n'est-ce pas? C'est la meilleure façon de concevoir et de bâtir notre futur actuel. La civilisation égypto-nubienne jouera dans la culture africaine, repensée et rénovée. Maintenez toujours le repenser et rénover. Au cas où quelqu'un vient vous dire, oui, mais vous, un tel faisait ça, ton ancêtre faisait ça dans le passé. Nous, on parle d'une culture africaine qui est rénovée et repensée. Donc, s'il y a des trucs bizarres, on va les expurger. C'est pas la peine de nous dire, non, à l'époque, il y avait ceci et cela. On connaît déjà. Vous ne nous apprenez rien du tout, de toute façon. Et quand on vous parle de Mahat et de Isfet, c'est aussi une façon de vous dire que s'il y a eu des dirigeants africains de l'époque qui se sont conduits selon les principes fondamentaux de la Mahat, qui ont suivi les principes de paix, de vérité, de justice et d'harmonie, et bien sachez qu'il y a aussi eu, c'est parce que l'être humain étant ce qu'il est, et que nous sommes des humains aussi, certains ne se sont pas conduits selon la Mahat, mais se sont conduits selon Isfet, c'est-à-dire selon le désordre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un peut sécuriser ce live, s'il vous plaît? Certains se sont conduits selon le désordre. Oui, certains de nos ancêtres n'ont pas suivi la Mahat. C'est pour ça qu'il fallait avoir des institutions pour veiller en sorte que les gens suivent la Mahat. Merci beaucoup, la reine Lilou. Faites comme la reine Lilou, la famille, tapotez, partagez, sécurisez le live. Merci la reine Yeyeto qui est en train de sécuriser. Merci Champ Life. On y va la famille. Sécuriser. Merci Ida Florencia. J'espère que tu vas bien. Let's go la famille. On y va, on tapote, on partage, on sécurise massivement le live. Merci Tifré. Tous les cas la famille. Sécurisez le live s'il vous plaît. La façon de concevoir, de bâtir notre futur actuel. Donc il dit, l'Égypte jouera dans la pensée africaine et repenser et rénover le même rôle que les antiquités gréco-latines dans la culture occidentale. Donc, la famille, comprenez que on ne peut pas seulement jouer avec ça, mais s'il s'agit de notre futur qui est là. Mais beaucoup ne vont pas comprendre. Quand j'ai lu ça sur l'Isapo Yakama, ça m'a travaillé. Exactement, si tu veux, je pourrais te lire, si vous voulez, je pourrais vous lire aussi l'Isapo Yakama. Donc, je vous lirai aussi l'Isapo Yakama, comme vient de suggérer le frère dans les commentaires, n'est-ce pas? Diasso Milan. Donc, on a philosophie africaine de l'époque pharaonique à lire, on a Dunamit, n'est-ce pas? Douamit de Amuna, ainsi de suite, et le truc de l'Isapo, ainsi de suite. On va lire beaucoup de trucs. Donc la Mahat, Théophile Obenga d'ailleurs disait ceci, toujours dans la philosophie africaine de la période pharaonique. Il a dit, je crois que c'est dans le chapitre 4 où il parle de la Mahat, n'est-ce pas, le dernier sous-chapitre du chapitre 4, il dit, la Mahat est la vérité incarnée. Elle ne juge pas. Elle mesure, elle différencie, la différence est immense. Le juge peut se tromper, mais la balance ne se trompe jamais. On s'entend bien, la balance, pas toi quand tu pars balancer les trucs de ton propre, voilà, de ton camp chez les autres, mais on parle de la balance de justice. Pour tous ceux qui se demandaient où est-ce que les Blancs ont eu l'idée d'une femme qui tient une balance comme ça là, dans les tribunaux, toute la symbolique, les Occidentaux n'ont rien inventé. Les fondements de la société occidentale, ils les ont copiés. Quand les Occidentaux n'avaient pas de justice, la notion de justice, ils l'ont volée en Égypte antique. Même l'idée d'une femme, la femme blanche qu'on représente aujourd'hui avec des cheveux longs là, en train de tenir avec un bandana sur les yeux, avec une bande sur les yeux, en train de tenir
Vous trouvez ça dans tous les tribunaux européens. C'est la Maat qui a été blanchie, en train de tenir la balance qu'elle tenait pour peser le cœur et la plume. Maintenant, ils s'utilisent dans des tribunaux. Thémis, exactement. Celle qui est devenue la déesse grecque Thémis. De toute façon, qu'est-ce que les Grecs n'ont pas volé en Égypte? C'est la question qu'on se pose. Tout est un vol. C'est pourquoi la connaissance est importante. Ce genre de live-là, on devrait être 1000 et quelques, voire même 3000 même. Mais si on commence à parler des noyaux de quelqu'un, si on met la photo de quelqu'un pour montrer que non, voici, on a aperçu ces noyaux dans un bus, ou non, on a vu le Poitou de Lala Beauté, tout le monde va venir. Quand c'est pour les vraies connaissances, ils sont aux abonnés absents. Mais pour des polémiques bêtes, si c'est pour aller parler des 50-50, qui paye au restaurant en premier? Si c'est pour aller faire des guerres pour s'écharper entre hommes et femmes, pour savoir qui est le véritable entre l'homme et la femme, des combats de sexe bêtes là, les guerres de sexe ridicules, qui ne nous avancent nulle part, ils sont tout le temps en train de faire ça. Après, c'est pour aller finir, les mêmes personnes qui faisaient guerre de sexe sur un live, pour dire voilà, moi c'est l'homme, moi c'est la femme, les deux tu vas les retrouver en train de s'envoyer en l'air demain matin. Oh non, on s'est rencontrés sur un live où on parlait des relations homme-femme et puis allez, on a niasse directement la semaine d'après. Faut pas les suivre ces gens-là. Ils sont toujours en train de suivre des sujets superficiels. Si vous voulez vous labourer, allez vous labourer et puis foutez la paix à la terre entière. 50-50. Bah, c'est eux qui disent des choses comme ça sur les lives, Lady Danone. Oh non. Des fois, tu passes sur un live, il y a écrit « Faut-il faire 50-50 » Si vous en arrivez déjà à vous poser ce genre de questions-là, ça veut dire qu'il y a des problèmes chez vous déjà. Tapotez, partagez, s'il vous plaît, la famille, sécurisez le live. Donc, la philosophie, nous allons rentrer maintenant dans un truc beaucoup plus complexe. Il s'agit d'ouvrir les oreilles, s'il vous plaît, la famille. Nous allons entrer dans une conception beaucoup plus complexe. Hein? La philosophie africaine de la Maat, c'est un système total. C'est un système total. En fait, la Maat, ce n'est pas seulement une règle parmi tant d'autres. La Maat est un système philosophique complet qui précède tous les systèmes philosophiques qui puissent exister, mais qui dépasse et qui englobe tout ce que l'Occident a pu produire depuis. Il n'y a pas de génie occidental du savoir. La grandeur de la philosophie kémite est d'avoir refusé le morcellement, le compartiment. Là où la philosophie occidentale sépare l'éthique, la politique, la physique, la métaphysique, l'épistémologie, ainsi de suite, la Maat, elle unifie. La Maat, en fait, c'est une pensée holistique, philosophiquement parlant, hein, pour ceux qui connaissent un peu la philosophie. Holistique, ça veut dire une pensée du tout. Le tout. C'est pour ça qu'en Égypte antique, le philosophe, c'était celui qui connaissait un peu dans tous les domaines. Le matique n'était pas seulement celui qui se comportait bien, mais c'est celui qui avait les connaissances dans à peu près tous les domaines. Si on lui parlait de physique, il peut dire un mot, il connaît un peu, mathématiques, il connaît un peu, médecine, il connaît un peu, histoire, il connaît un peu, anthropologie, il connaît un peu, économie, il connaît un peu, ainsi de suite. C'était ça l'image d'un vrai Africain à l'époque. Vous comprenez? C'est ça que les Blancs sont partis, particulièrement les Grecs sont partis apprendre en Égypte antique. Imhotep, exactement, Imhotep était l'incarnation absolue de ça.
c'est là-bas que donc l'Africain est le premier à avoir été savant. C'est ça qu'on appelle un savant. Un Médusa, quoi. Exactement. Toi, tu connais les vraies références, Konaté. Exactement, Konaté. Donc, un Médusa. Hein? En gros, un Médusa. Exactement. Donc, la philosophie africaine, c'était ça. Faire de quelqu'un un Médusa. Et donc, ce qui fait que les premiers sachants de l'humanité, les premiers savants, pas le truc avec lequel tu laves ton engin à des vitesses qui sont problématiques. Non, pas ça. On parle de savants comme moi. Tu comprends? C'est ça. Donc, l'Afrique est le premier endroit sur Terre à avoir pondu les savants, à avoir produit les êtres humains qui avaient des connaissances dans plusieurs domaines distincts, dans des domaines variés. Est-ce que vous comprenez? Et les prêtres de l'Égypte antique étaient des savants. Ils ont enseigné aux Égyptiens, aux Grecs, comment on a les connaissances. Donc la grandeur, comme je vous disais, de cette philosophie-là, c'est d'englober le tout. Quelqu'un qui avait la philosophie de la Mahat, c'est la connaissance holistique. Parce que c'est une connaissance qui est à la fois ontologique, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent un peu la philosophie. Alors, je vais tout le temps, rassurez-vous, à chaque fois que je vais employer un mot, je vais expliquer ce que ça signifie, pour ne pas vous embrouiller, pour que vous ayez aussi parfois des bases en philosophie. Je suis conscient qu'il n'y a pas que des gens qui ont des références philosophiques parmi ceux qui écoutent, mais c'est ce qui fait aussi notre puissance, c'est la capacité. Voilà pourquoi les gens nous adorent beaucoup, parce que nous sommes pédagogues, la pédagogie. Nous sommes pédagogues, psychologues, nous sommes, on sait transmettre la connaissance, comme nos ancêtres, les prêtres de l'Égypte antique, qui ont enseigné le savoir. Donc, c'est un système qui est holistique. Merci beaucoup, Ida Florencia. Merci beaucoup, ma reine. Une pensée holistique, c'est-à-dire du tout, une pensée qui est à la fois ontologique, c'est-à-dire quelque chose qui est ontologique. L'ontologie, c'est la question de l'être. La question de l'être. Donc une pensée ontologique, c'est celle qui se demande, mais qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est? Est-ce que vous voyez un peu? C'est un concept philosophique, l'ontologie. C'est une branche de la philosophie qui étudie l'être, l'existence de la nature elle-même, n'est-ce pas? Qui questionne la réalité des choses. Est-ce que vous comprenez? Tapoter. Donc, ceux qui ont commencé avec ça dans la philosophie occidentale, c'est des gens comme les Parménides et les Platon, n'est-ce pas? Mais on sait que les Platon et les Parménides qui ont développé le concept de l'être, qui ont développé donc l'ontologie, les deux ont été enseignés en Égypte. Je soupçonne Socrate de n'avoir jamais existé, puisque tout ce que nous savons de Socrate, c'est Platon qui nous le dit. On ne connaît rien du tout de lui-même. Socrate, il n'a rien écrit. Tout ce qu'on sait de Socrate, c'est Platon qui le rapporte. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens comme, je crois que je ne sais pas si c'était Gilles Deleuze ou l'autre là, ou l'autre, j'ai oublié son nom, qui disait Socrate n'est qu'une invention de Platon. Si Socrate n'est qu'une invention de Platon, c'est que Socrate, en réalité, était un prêtre égyptien qui a tout enseigné à Platon. Et Platon, maintenant, pour faire comprendre, je vous l'ai expliqué brièvement lorsque je vous parlais du mythe de la caverne,
Il est possible que ce soit juste des prêtres de l'Égypte antique que ces gens-là ont tenté de personnifier, hein, de la sorte. Est-ce que vous comprenez? Tapotez s'il vous plaît, partagez, sécurisez le live. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît, la famille. Donc est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que c'est intéressant ce que nous sommes en train de développer ici là. Mais au-delà des concepts d'anthologie, des concepts aussi de cosmologie, c'est-à-dire comment fonctionne l'univers, comment fonctionne la politique, c'est-à-dire comment organiser la cité. Donc les premiers humains à avoir posé la question, des questions ontologiques, c'est-à-dire des questions existentielles. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Hein? Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Ainsi de suite. Et quelle sera notre destinée post-mortem? Quelle est notre mission sur Terre? Et quelle sera notre destinée post-mortem? Des questions ontologiques, des questions existentielles. Les Africains sont les premiers à se les être posées et les premiers à avoir apporté les réponses à ces questions. Est-ce que vous comprenez à quel point c'est magnifique? Et les questions de l'éthique. Comment il faut vivre? L'Africain est le premier à s'être posé les questions sur l'éthique, c'est-à-dire que les responsabilités des actes de l'être humain. Comment devons-nous vivre? Quel chemin il est convenable de suivre? Quel précepte il est convenable de suivre pour organiser la société? Et l'éthique naît donc de l'équilibre observé de la nature, dans la nature. Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc l'Africain est le premier à voir comment vivre, bien avant. La cosmologie. La cosmologie, c'est comment fonctionne l'univers, comment l'univers est apparu. Alors, j'aimerais bien vous en parler, mais dans le livre, par exemple, de Doumbia Fakoli, qui s'intitule Maat... merde. C'est quoi le nom déjà? Attendez, je prends le livre. Attendez. Ça s'intitule Maat, Les chemins de la Maat. Voilà. Les chemins de la Maat. Ça y est là-bas, le livre. Les chemins de la Maat. Il explique comment chez les Dogons, il n'est pas le premier à le faire d'ailleurs même, Obenga l'avait fait avant, les chemins de la Maat, comment les Dogons connaissaient la Maat. Et comment, j'ai dit la Maat, pardon, mon cerveau commence à se mélanger. Comment les Dogons connaissaient le Big Bang. Le Big Bang. Je vous ferai le jour où je parlerai de Big Bang, parce que j'ai un live qui va venir bientôt. Mon objectif, c'est de vous donner des armes intellectuelles. Les gens qui vont sortir de mes lives, là, ils doivent vraiment avoir beaucoup de connaissances. On a un live qui viendra sur la cosmologie. Je vous expliquerai. J'avais déjà fait ça ici une fois, mais on va refaire ça. Je vais vous expliquer. Ce sera un live scientifique. Je vais vous parler du Big Bang, depuis même avant le Big Bang, jusqu'à... Enfin, si on peut parler d'avant, évidemment. Depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, comment la Terre s'est formée. Puis le jour d'après, on vous parlera maintenant, puis après, on vous parlera on fera un live sur l'apparition de l'être humain. Depuis les premiers hominidés jusqu'à aujourd'hui. Vous allez sortir de ces lives-là. Tout ce que je vous demande, c'est de venir suivre ces lives-là tous les jours. Tapotez, s'il vous plaît. Donc, les notions de cosmologie, donc, l'Africain est le premier à avoir proposé les explications de d'où vient tout ce qui existe, comment ça fonctionne. Les notions de gouvernance, de politique. Quand les Grecs vous disent, ouais, la politique, c'est la res publica, c'est la gestion de la chose publique, la démocratie, demos kratos, les gens qui mettent en place ces concepts-là, les Solons, pères de la démocratie soi-disant, athénienne à Athènes,
il n'a apporté la démocratie à Athènes qu'après avoir voyagé en Égypte antique. C'est le retour de son voyage en Égypte antique. Donc, nos ancêtres sont les premiers à savoir c'est quoi la cosmogonie. Alors, je te réponds, Samuel. La cosmogonie, ne pas confondre avec cosmologie. La cosmogonie, c'est l'ensemble des récits qui expliquent comment le monde est apparu. Par exemple, la cosmogonie chrétienne ou la cosmogonie sémite des Abrahamiques disent que leur Dieu a créé l'homme à partir de l'argile, a créé le ciel et la terre. La terre était informe et vide, puis l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Leur Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut, que la terre soit, la terre fut. Ça, c'est l'histoire de la création. Chez les Chinois, qu'ils ont copié d'ailleurs chez les Égyptiens aussi, c'est un œuf qu'on appelait Mpangu. La terre et le ciel étaient un chaos dans un œuf qu'on appelait Mpangu. En Égypte antique, c'était les eaux primordiales d'abord, le Noun, et que le dieu Amon est sorti des eaux primordiales du Noun, son esprit planait dessus, et puis, n'est-ce pas, par le premier acte de la parole, il a commencé à rendre à l'existence tout ce qui était. C'est juste des mythes, n'est-ce pas, une façon d'expliquer des personnifications. Tu comprends où est-ce que leur religion volait les choses? Ce serait trop long de revenir. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ce qu'on appelle cosmogonie. La cosmologie, c'est l'ensemble, c'est l'explication des fonctionnements de l'univers. Comment les astres fonctionnent, comment les soleils fonctionnent, comment les étoiles fonctionnent, ainsi de suite. Maintenant, le contraire de la cosmogonie, c'est on appelle ça l'eschatologie. Eschatologie, donc la cosmogonie, c'est les récits. Chaque peuple a une cosmogonie, c'est-à-dire a un récit de comment le monde a existé, ainsi de suite, à son histoire pour expliquer comment les choses existent. Mais l'eschatologie, c'est l'histoire de la fin du monde. Les Africains n'ont pas d'eschatologie. Les Africains n'ont pas d'eschatologie. Je suis fier d'être ton élève. Otep, Otep, le roi Ivar. Tu es à bonne école, comme on dit. L'eschatologie, c'est l'histoire de la fin du monde. Comment la fin de toute chose. Les Africains n'ont pas d'eschatologie. Nous, il n'y a pas de fin du monde dans notre spiritualité. C'est les autres qui pensent à des fins. Nous, on n'a pas de fin. On est là. L'énergie est éternelle. Elle ne connaît pas de fin. Dans notre spiritualité, on passe d'un état à un autre. On traverse des étapes, on se transforme et on transforme. Quels sont les 7 principes? Nous allons analyser maintenant les 7 principes fondamentaux de la Mahad. Nous avions dit que le premier principe fondamental de la Mahad, c'est la vérité.